Alors depuis mercredi, le Grand Palais ouvre ses portes à Edward Hopper, peintre emblématique de l'Amérique moyenne, dit-on, et des années 30, 40 et 50. Parallèlement à cela, l'Hôtel de Ville de Paris consacre une exposition au lien entre la capitale et Hollywood. Paris-Hollywood. Et là, parallèle encore avec Francis Scott Fitzgerald, qui lui fait son entrée dans la Pléiade, accédant ainsi à la reconnaissance suprême de la France en couverture veau doré. Il ne nous en fallait pas plus pour concocter une émission comme nous aimons en faire au matin. Un voyage à la frontière de la peinture, du cinéma, de la littérature, du glamour et de la gravité, avec pour fil conducteur la façon dont l'Amérique a fantasmé, désiré, rêvé Paris et qui le lui a bien rendu d'ailleurs. Jazz, alcool, solitude, vie quotidienne, prostitution, rêve. Ah, c'est toute l'Amérique d'avant les années 60 qui va résonner dans votre poste ce matin. Pour nous accompagner dans ce voyage, deux commissaires de exposition, plus artistique d'ailleurs que policier. Didier Ottinger, bonjour Didier Ottinger. Bonjour. Directeur adjoint au Centre Georges Pompidou et commissaire donc de l'exposition Edward Hopper qui se déroule au Grand Palais en ce moment. Et puis Antoine Debac, bonjour. Bonjour. Historien, critique de cinéma, éditeur et commissaire de cette exposition Paris-Hollywood. Vous permettez Antoine qu'on commence par le focus sur Edward Hopper. Bien sûr. Mais vous aurez votre mot à dire parce que vous allez voir que Paris évidemment y est présent. Didier Ottinger, on va pas refaire toute la biographie nécessairement d'Edward Hopper, 22 juillet 1882 et naissance et mort le 15 mai 1967. Vous présentez une exposition qui comporte, je crois, plus de 160 tableaux d'Edward Hopper au Grand Palais. La dernière exposition Hopper en France était à Marseille en 1989, mais il n'y avait jamais eu au fond d'aussi grosse rétrospective. On va passer sur les détails qu'il faut que vous présentez des chefs-d'œuvre que généralement les Américains ne veulent pas prêter puisqu'ils sont leur fonds de commerce à eux pour faire entrer des visiteurs dans leur musée comme le Whitney. Tour de force, vous avez réussi à présenter quasiment ou presque, je crois, les plus grands Hopper que tout le monde veut voir et peut voir enfin. Une chose peut-être pour commencer très vite, indépendamment de la question biographique, on a le sentiment que dans la pédagogie de votre exposition, qui on pourrait dire extrêmement classique, et c'est pas une critique, on suit pas à pas au fond la biographie artistique de Edward Hopper, vous avez voulu retourner certains clichés et faire même des choses au fond plus osées qu'on ne pourrait le croire par rapport au classicisme annoncé de l'exposition. Et vous démarrez par un film muet, Paul Strand, qui montre les images de l'Amérique industrieuse et fumante de ses cheminées et de ses usines. Pourquoi donc ? Alors l'intention était, en présentant ce film, de placer immédiatement les visiteurs dans un contexte à la fois culturel, poétique, et un peu militant en son temps, qui est celui du premier art américain, auto-affirmé, et qui se revendique. Le film est pour moi absolument capital, non seulement par les images, mais par les textes, car vous avez des bancs-titres qui rythment les images, et qui sont des poèmes de Walt Whitman. Et c'est cette invitation lancée par un des grands poètes américains à l'Amérique elle-même, qui exhorte ses contemporains à se détourner des grands modèles de la beauté canonique et un peu stéréotypée à l'époque, de ne pas aller chercher la beauté comme il est dit à Rome ou à Paris, mais à l'extraire du spectacle, qui est le spectacle quotidien de la réalité américaine, et une réalité, vous l'avez vu, qui est très technique, qui est très moderne, qui est liée au commerce, qui est liée à l'activité du port de New York. Le deuxième point important en présentant ce film, la volonté était de montrer ce que pouvait être un film idéal pour Hopper. On a beaucoup parlé des relations, on en parlera encore. Je rêve de faire un film sans histoire. Voilà, et c'est exactement ce que font Strand et Schiller, qui ont cette particularité d'être deux praticiens de l'image fixe. Et c'est une juxtaposition d'images fixes, c'est une sorte d'éclatement de tout ce qu'il pourrait y avoir de narratif dans leur représentation qui est évoqué avec ce film. Et alors cela dit, évidemment, vous vous amusez avec les clichés que l'on trimballe régulièrement sur le Hopper, parce qu'on se dit, si Ottinger nous met un film pour commencer l'expo Hopper, c'est bien donc qu'il y a un lien très fort entre Hopper et le cinéma et qu'il devait beaucoup aimer cela. Évidemment, patatras, l'exposition montre à peu près l'inverse, non pas qu'il se désintéressait du cinéma, Edward Hopper, mais c'est le cinéma qui s'est surtout beaucoup intéressé à lui. Lui, ce qui l'intéresse, c'est quoi ? C'est la théâtralité. Alors, ça serait plutôt la théâtralité. Et ça, on le voit très très tôt dans les tout premiers tableaux. On le voit à travers les influences françaises qu'il va retenir, et en particulier Watteau, qui va réapparaître comme une sorte de fil rouge dans l'exposition, de façon extrêmement discrète, très digérée, très interprétée, mais qui est là en permanence. Et puis, on voit également se multiplier les représentations de l'univers du spectacle, du théâtre ou du cinéma. Alors, du spectacle et également du spectacle de la rue, et de la rue
Antoine Deback, vous me voyez venir, de la rue parisienne. Edward Hopper va faire après sa formation picturale américaine, va faire 3 voyages à Paris, 1906, 1909 et 1910. Et cette partie de l'exposition, vous la voulez importante aussi, vous la soulignez. En quoi est-elle importante? Et au fond, qu'est-ce qui meut Hopper à venir à Paris? Est-ce que c'est comme quand, à la Renaissance, il fallait faire le voyage à Rome? Absolument. Depuis le 19e siècle, il est absolument essentiel pour tout peintre américain de compléter sa formation dans une école d'art de New York par un séjour à Paris. Tous l'ont fait, tous les grands pères fondateurs de la peinture américaine l'ont fait, son maître Henry Wright l'a fait, Winslow Homer l'a fait avant lui, des années plus tôt. C'est là où il faut se rendre, comme il fallait au XVIIe siècle, se rendre à Rome, et au début des années 70, se rendre à New York. Pour se former et surtout pour accepter et pour intégrer à sa pratique l'idiome qui, à l'époque, est l'idiome pictural le plus avancé, une sorte de langue universelle picturale que Hopper va saisir au Salon d'automne de 1906. Qu'il trouve très décevant quand même, hein, à part il dit qu'il le trouve décevant, mais en fait il l'adopte. On voit bien le passage entre la période américaine et la période parisienne. Il change radicalement de sujet technique. Il se soumet et il adapte le vocabulaire du post-impressionnisme. À ce moment-là, quand Hopper est à Paris, il y a aussi des cinéastes, des producteurs américains à Paris, Antoine Deback. Les premières images américaines sur Paris datent de 1900. Donc oui... alors là, ce qui fascine... Alors eux, c'est pas pour se former, c'est qu'ils sont déjà sur le glamour parisien. Ils sont... la première chose qui fascine, c'est Edison, hein, qui envoie ses opérateurs en 1900 à l'occasion de l'exposition universelle. C'est la rue, c'est l'ambiance, c'est la Tour Eiffel, qui est toute jeune à l'époque, hein, qui a 11 ans. Et les premières images d'Edison sont extrêmement émouvantes, parce que ce sont des plans fixes, ou alors des travelling mis sur une péniche, par exemple, qui longe les quais de la Seine. Et voilà, on a une saisie, une vue tout à fait réaliste de la vie parisienne. Mais y voit-on les gens? Oui, on voit beaucoup les passants, on voit beaucoup les... C'est ce flâneur parisien, ce badaud qui les fascine, et les monuments aussi, bien sûr. Alors, Edward Hopper habitera entre autres rue de Lille à Paris, mais vous savez ce qu'il note sur le Parisien? Alors déjà, la vision est un peu déformée de ce que l'on verra plus tard avec le Hollywood qui vient à Paris. Il trouve que les Français sont malingres, pas très bien habillés, tous tout en noir. Et puis, il a cette phrase, quand il écrit à sa mère, qui semble être déjà un tableau d'Idiot Ottinger. Les rues sont charmantes, enfin, de mémoire, hein, mais il dit « Les vitrines semblent posées à même la rue dans Paris ». Et ça, c'est déjà une image de Hopper, d'Idiot Ottinger. Oui, c'est-à-dire que déjà tout fait tableau à Paris pour lui. Paris, c'est la ville esthétique par excellence. C'est la ville dont il décrit l'harmonie, la cohérence visuelle, la cohérence de tous les éléments de l'architecture qui composent un grand tout. Et c'est quelque chose... Il perçoit une dimension extrêmement conceptuelle, disons, de cette ville de Paris qui l'oppose au chaos de New York. Et ça, évidemment, ça nous éclaire déjà sur le sens qu'il va lui-même mettre en œuvre dans ses propres réalisations. Et donc, il se met à Paris à observer des peintres qu'il préfère à d'autres et qui vont réellement, vous dites, le nourrir et faire même de lui presque un précubiste. Qui vont faire de lui... Pour schématiser beaucoup. Alors c'est à partir de ce séjour parisien que Il aime Courbet, mais pas Cézanne. Voilà, que va se créer aussi une ambiguïté fondamentale et une sorte de décalage d'un Hopper qui va revenir aux États-Unis avec un bagage pictural le plus avancé à l'époque, mais qui va être très vite dépassé sans qu'il sache. Il va se retrouver en porte-à-faux par rapport à deux mouvements qui vont pas pouvoir l'intégrer. D'abord, le mouvement américain qui a éclos pendant son absence autour de Robert Henry et du groupe des 8, un réalisme disons baudelairien, et de l'autre côté, quelques années plus tard, 1913, l'arrivée à New York des avant-gardes européennes avec la révélation de Picasso, de Duchamp, de Matisse et de Brancusi. Donc il va être entre les deux. Il sera en retard par rapport à la nouvelle avant-garde qui va opérer sa greffe aux États-Unis et en avance par rapport à son cercle naturel américain. Donc il va être, jusqu'en 1924, dans une voie tout à fait improbable, jusqu'à ce que finalement il se rallie à ce que l'Amérique attend de lui. Et le moment charnière de tout cela,
C'est quoi? C'est la gravure, c'est ce qu'on connaît le moins bien, de Hopper, et qui est très important dans votre exposition, qui est le moment charnière, mais charnière, c'est dit par lui-même, que ce moment-là est charnière. La gravure me fait reconsidérer l'avenir de ma peinture, dit-il. Il dit précisément, c'est dans la gravure que c'est cristallisé ma peinture. Et le terme est très précis et très juste. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est cristallisé? Ça veut dire que, c'est pour ça que je donne une telle place à cette gravure dans l'exposition. La gravure, il l'a perçu intuitivement, est un sas entre l'activité alimentaire qu'il pratique depuis 1900 et qu'il va pratiquer jusqu'en 1925, d'illustrateur commercial, et pas très aimé, et le tableau qu'il n'arrive pas encore à produire, qu'il n'arrive pas à extraire du spectacle de la réalité quotidienne américaine. Et la gravure est précisément, techniquement, par son côté multiple, une technique qui pourrait s'apparenter à l'illustration, mais par son unicité, par sa rareté, par son tirage limité, a presque déjà le statut du tableau. Et on va voir que pendant quelques années, il va véritablement décanter, simplifier, schématiser, épurer tout ce qui est le vocabulaire touffu, l'iconographie abondante de l'illustration, pour parvenir à des images d'une extraordinaire netteté et simplicité en fin des années 20. Du coup, faut-il en faire un peintre réaliste? Pas du tout, parce que deux techniques et deux visions de son art sont confrontées dans l'exposition. Les aquarelles, qui elles sont par nature réalistes, il se campe devant un motif et il réalise une image qui est la plus réaliste possible, la plus fidèle à la réalité, et la peinture qui très vite devient extrêmement, pourrait-on dire, mentale, abstraite. Parce qu'en fait, les images que l'on voit, que l'on connaît par cœur, sont souvent des images recomposées. Celle du chien avec la petite maison et les deux personnages est totalement recomposée. Le petit bois n'est pas là, les personnages sont quasiment inventés d'après son imagination. Et le champ de blé, c'est un champ de blé qui est ailleurs, qui est devant son bureau, a priori, devant ses fenêtres. Alors, pour rendre compte du processus créatif de Hopper, il faut à nouveau l'écouter. Et là, un jour, il est sollicité par un critique américain qui lui dit « Mais comment ça se passe? Comment vous faites vos tableaux ?» Et là, il cite Voltaire, lui qui avait une grande Hopper, qui avait une grande culture française, qui lisait Proust, Baudelaire, dit moi c'est comme Voltaire, c'est-à-dire que Voltaire disait que quand le livre est fini, il n'avait plus qu'à l'écrire. C'est la même chose pour Hopper. Le tableau fait l'objet d'une gestation, il suscite son imaginaire, et lorsqu'il commence à le voir, en gros, il n'a plus qu'à le peindre. Et puis, du coup, on a le sentiment, Antoine Debac, quand on est dans l'exposition, on a déjà vu ces tableaux. D'abord, on se souvient qu'on a acheté souvent des livres de chez 10-18, Christian Bourgois, parce qu'il y avait des Hopper en couverture sans que l'on sache même que ce soit Hopper. Évidemment. Et puis, parce qu'ensuite, quand on a vu Hitchcock, Wenders et d'autres, on se rend compte que Hopper les a influencés. Bien sûr, oui. Dans ce sens-là. C'est un étrange sentiment de visiter cette exposition. C'est à la fois l'idée de retrouver quelque chose et en même temps de l'avoir aussi en révélation. C'est-à-dire que c'est plus fort que le souvenir, évidemment. C'est ça qui est extrêmement beau dans cette exposition. 8h16, les Américains à Paris. Nous retrouvons tout de suite Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Alors, c'est extraordinaire, on en y faisait référence au début de l'émission, vous avez porté, parce qu'on va aussi parler de Francis Scott Fitzgerald, et là vous nous portez un 10-18, ce qu'on disait, Christian Bourgois, et c'est un Fitzgerald illustré par un extrait, un fragment d'un tableau. Regardez le sourire de... C'est le Pirate de haute mer, de Didier publié par Ottinger. 10-18, il y a déjà bien longtemps, c'est un vieux, je garde tellement de choses. Et alors de 64. Le tableau, vous le connaissez, c'est quoi? Brownswell, L'âme de fond. Un tableau en 1939 qui est un tableau qui annonce le conflit de la Seconde Guerre mondiale. Oui, parce qu'il y a une grosse vague qui arrive. Là, c'est la cloche que regardent absolument les passagers et qui annonce effectivement les tempêtes. Mais oui, parce que c'est ça le problème avec Hopper, qui fait que les clichés ont la vie dure. C'est que quand on prend des fragments, on ne prend que le côté strictement illustratif et pas nécessairement ce qu'il y a à côté, à savoir qu'en fait c'est le danger, ce tableau, et non pas l'angélisme de quelque chose qui est juste on est en barque et c'est joli. Mais bon, voilà. Didier Ottinger, patron de l'expo Hopper, et Antoine Debac également pour Paris Hollywood sont nos invités ce matin. C'est à vous Brice. Il y a comme ça des triomphes qui sont de belles revanches. Prenez Scott Fitzgerald. Le voici dans la Pléiade, aux côtés de Joseph Conrad, que Scott admirait tant, d'Edgar Poe, de Faulkner, d'Hemingway. Durant des décennies, Fitzgerald a été considéré comme un habile tourneur de petites histoires pour jeunes filles délurées en jupe courte et chapeau cloche, au mieux comme le témoin d'un certain esprit du temps, l'Amérique des fantastiques années 20.
Philippe Jaworski, dans la préface qu'il donne aux 2 volumes de la Pléiade, rappelle le mépris avec lequel les grands critiques de son temps accueillirent non seulement ses nouvelles, alimentaires souvent, mais même les romans de Fitzgerald. Loin du paradis, Beaux et damnés, Gatsby le magnifique, Tendre et la nuit. Mencken, par exemple, le comparant à un pianiste déchaîné qui joue d'oreille mais est incapable de lire les notes. Hemingway, un papillon, joli talent mineur d'une seule saison. À sa mort en 1940, il était devenu un has-been dont on refusait les textes. Mais depuis les années 60, la réputation de Scott Fitzgerald ne cesse de grimper. On ne le lit plus sous l'angle du témoignage sociologique et générationnel. Il n'est plus ce chroniqueur de l'âge du jazz auquel le confinait la mode rétro des années 70. L'œuvre a également cessé d'être écrasée par l'ombre portée par la vie de son auteur. Scott et Zelda, les hôtels de luxe, les bars d'hôtel surtout, les voyages en paquebot, les hôpitaux psychiatriques. Fitzgerald est enfin sorti de la presse People. Alors je ne vais pas vous parler de Fitzgerald, Marc, parce que c'est l'un de mes écrivains préférés depuis aussi longtemps que je lis de la littérature, c'est trop personnel, j'aurais l'impression de parler de moi. Alors juste une citation, elle résume tout ce qui me charme chez Scott. Nous portâmes des toasts à nous-mêmes et puis au sud, puis nous laissâmes sur cette table nos verres vides et nos serviettes et un peu de notre passé, et la main dans la main nous sortîmes au clair de lune. C'est dans La dernière jolie fille. Pour Edward Hopper, c'est une belle revanche posthume. Je n'aurais pas la cruauté de citer certaines histoires de l'art contemporain ou de l'art du XXe siècle, toutes récentes et qui le passent carrément sous silence ou expliquent en préface pourquoi il n'en sera pas question dans leur page, parce qu'il s'agit, je cite l'un d'entre eux, d'une démarche qui n'est pas radicalement novatrice et que de toute façon, j'en cite un autre, la peinture figurative n'est qu'une survivance. On le considérait comme un peintre de genre. Mine, pour ceux qui n'ont pas l'image, effondré de Didier Ottinger. Je ne donnerai pas les noms des auteurs parce que ce serait trop accablant pour eux. Mais je crois qu'il les a reconnus. On le considérait Hopper comme un peintre de genre, un régionaliste, un simple illustrateur aventuré par mégarde dans la vraie peinture, en marge de l'histoire de l'art officiel, qui est bien sûr celle des avant-gardes. Alors l'œuvre de Hopper a connu un début de notoriété en France grâce à l'exposition Les Réalismes à Beaubourg en 1981. Déjà, elle comportait cette fameuse maison près du chemin de fer qui a reconstitué Hitchcock pour Psychose et puis Terrence Malick dans Les Moissons du ciel, ainsi que Les Fenêtres dans la nuit de 1928. Puis il y a eu l'exposition de Marseille en 1988. Alors on dit que l'expo Hopper au Grand Palais va battre tous les records de fréquentation. C'est parce que l'Amérique peinte par Hopper est celle qu'on aime en Europe, c'est celle que Wim Wenders a été chercher sur place. Les solitudes urbaines, surtout la mélancolie des petites villes, les lumières froides jetées sur la banalité de la vie moderne, la hantise de l'horizontalité, lignes de chemin de fer qui traversent le paysage, la route tout droite bordée de maisons de bois peint, la ligne d'horizon, celle de la fenêtre ou d'un balcon, ligne de fuite vers les grands espaces américains, le ciel est la limite. Fitzgerald, Hopper, 2 artistes profondément américains, quoique encore hantés par une culture européenne qui, en leur temps, passait encore pour supérieure, plus sophistiquée. Hopper s'est sans doute souvenu, on le voit grâce à votre exposition, de Degas, en peignant son cinéma de New York en 1939, et Scott Fitzgerald, qui s'est établi en Europe en 1924, a sans doute eu connaissance des nouvelles à succès de Paul Morand, Ouvert la nuit, Fermé la nuit, mais tandis qu'Henry James singeait encore les Européens, leur art, à eux, à Hopper et à Fitzgerald, était déjà all-American. La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Un commentaire, une réaction à cette chronique, Antoine Debac, Didier Ottinger? Je trouve que c'est tout à fait juste. Ce qui est intéressant, c'est que le cinéma américain, d'une certaine manière, va chercher autre chose en reconstituant Paris, c'est-à-dire va chercher le contraire de l'Amérique, va chercher une sorte d'espace d'exotisme, de fantaisie, ou déployer des choses que les cinéastes américains ne peuvent pas filmer sur place, ne peuvent pas filmer si ça se situe en Amérique. Et donc Paris va être comme ça une sorte de projection de fantasme absolument phénoménale. Alors, il y a justement du fantasme, et il y a bien un tableau notamment d'Edward Hopper qui fait fantasmer un nombre de gens incalculable et qui est le clou, évidemment, si j'ose dire, de l'exposition Didier Ottinger. C'est le fameux Night Hawks qui a inspiré entre autres ce que l'on entend là. Tom Waits. On a restless boulevard at a midnight road, I'm across town from Easy Street, with the tight knots of moviegoers and out-of-towners. Tom Waits, inspiré par Hopper pour écrire cette ballade, faites quoi ce que vous dites vous, que Hopper est inspiré, entre autres, non pas par une ballade, mais par une ronde?
La ronde de nuit de Rembrandt. Alors oui, les sources de ce tableau, Nighthawks, elles sont complexes. Le tableau est infiniment plus... Il a un feuilleté de sens que, évidemment, les reproductions multiples de l'œuvre ont un peu écrasé. Tout commence par une nouvelle d'Hemingway. Ça nous ramène à la littérature. Une nouvelle d'Hemingway que découvre Hopper dans un magazine américain. Et lui, qui était un homme extrêmement discret, écrit au rédacteur en chef du magazine qui vient de publier la nouvelle d'Hemingway. Et là, révèle sa passion pour une forme littéraire dont il perçoit absolument l'originalité américaine. Et il emploie à propos de cette nouvelle d'Hemingway un certain nombre de qualificatifs qui vont s'appliquer à sa peinture. Il dénonce en particulier dans la littérature américaine, hormis celle d'Hemingway, celle avec laquelle Hemingway va trancher, ce qu'il appelle le sentimentalisme sirupeux. Il va aussi révéler et expliquer au rédacteur de ce magazine que la force d'Hemingway, c'est de ne pas construire une narration comme on l'attend, de façon linéaire, avec une fin qui est annoncée dès les premières lignes, mais que la narration qu'il voit se mettre en place dans le récit d'Hemingway est quelque chose de fragmenté, et quelque chose qui ne procède pas de façon linéaire. Et là, on retrouve finalement encore une fois, une des règles qu'il va appliquer lui-même à sa propre peinture. Et la ronde de nuit? La ronde de nuit, alors là, c'est... Vous nous dites, vous nous rappelez les images l'image de Nighthawk, qu'est-ce qu'on voit? Oui, alors il faut déjà savoir qu'en 1910, Hopper effectue son dernier séjour en Europe, il se rend à Amsterdam et il écrit, comme il le faisait à sa mère depuis son premier séjour en Europe, « Je viens de voir le plus beau tableau du monde ». Dans la bouche de Hopper, c'est quelque chose d'important. Et ce plus beau tableau du monde, on le découvre, c'est la ronde de nuit. La ronde de nuit, en anglais, c'est Night Watch. Et quand il peint Nighthawks, évidemment, je pense qu'il a en tête le rêve. Il a dû le mûrir pendant des années, des décennies. Comment peindre un tableau nocturne qui présente l'équivalent profane américain de ce grand tableau de Rembrandt. C'est ce bar éclairé la nuit. Alors, le contexte historique nous éclaire sur cette parenté ou cette similitude avec le tableau de Rembrandt. C'est que Hopper entreprend de réaliser ce Nighthawks quelques semaines à peine après le bombardement de Pearl Harbor. On est dans un contexte tout à fait traumatique pour l'Amérique qui se sentait totalement invulnérable sur son territoire. Et là, dans la presse américaine, se développe un climat de paranoïa aiguë et on commence à alerter les citoyens américains sur des menaces de bombardement par les sous-marins allemands ou par les bombardiers japonais. Et là, Hopper, qui vit la moitié du temps à Cape Cod, s'enrôle dans une milice chargée de surveiller la nuit le ciel américain pour prévenir de la présence de bombardiers japonais. Et donc il est ce Night Watcher soudain. Et c'est à ce moment-là qu'il trouve l'équivalent et il se dit au fond, quelle est la transposition américaine de ce grand tableau? Une scène banale d'un café nocturne. Stroking a goatee chin, using parking meters as walking sticks, on the inebriated stroll, with my eyelids propped open at half-mast. Et tandis que dans Paris et Hollywood, Antoine Debac, il y a l'âge d'or hollywoodien et puis il y a après tout cette phrase que l'on se remet en mémoire très vite. C'est aussi ce que Humphrey Bogart susurre à l'oreille d'Ingrid Bergman à la fin de Casablanca, phrase parfois ô combien mystérieuse, où il est dit « Nous aurons toujours Paris ». This is the city, Paris, France. It is just like any other big city. London, New York, Tokyo, except for two little things. In Paris, people eat better. And in Paris, people make love. Well, perhaps not better, but certainly more often. They do it anytime. Ah oui, ce qu'aimaient les Américains, c'est que Maurice Chevalier avait l'âge de la Tour Eiffel. Oui, et ça c'est le début d'Ariane de Billy Wilder, avec cette sorte de générique qui présente Paris comme ça en 3 minutes. C'est la ville où tout le monde s'embrasse tout le temps, c'est la ville de l'amour. Alors là, on entre immédiatement dans le cliché que l'Amérique peut véhiculer de Paris à travers son cinéma. Donc c'est vrai que... Alors, tout est une histoire de cliché, oui. Mais comme, après tout, chez Hopper, tout cliché a quand même un sens, un vrai sens. Exactement. Une vraie information. C'est un peu le but de cette exposition. C'est-à-dire que l'idée, c'est de partir de ces 800 films. Il y a 800 films hollywoodiens qui sont sur Paris, qui se passent parfois à Paris ou qui
qui sont entièrement situés à Paris. Donc 800 films, ça veut dire parfois plusieurs dizaines par an. C'est un véritable genre en soi. Et à partir de ces 800 films, et je dirais une bonne centaine de chefs-d'œuvre, Un Américain à Paris, les films de Lubitsch, jusqu'à Midnight in Paris de Woody Allen récemment. Ou Frantic. Exactement, on en a tous en tête. Et donc à partir de ces 800 films, c'est arrivé évidemment à étaler, à montrer ces clichés, ces images stéréotypées de Paris, ces images très touristiques. Le cinéma américain a fabriqué le tourisme parisien dans le monde entier, et en même temps arriver à y voir quelque chose qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus intéressant, évidemment. Je dirais que ces films nous apprennent plus sur le regard américain que sur... Mais ils nous apprennent quoi, du coup? Ils nous apprennent... On en apprend plus sur les Américains que sur Paris, évidemment. Mais quoi? On apprend plein de choses. C'est-à-dire que tout ça, tout dépend des films. C'est une vie rêvée? C'est une projection à fantasme, mais c'est aussi une projection à désir, une projection de peur, d'angoisse. Prenons un exemple, ce Paris par exemple de Lubitsch. Lubitsch a tourné 12 films sur Paris, 12 films. Sans mettre jamais sa caméra à Paris, tout était reconstitué à Hollywood, dans les studios de la Paramount ou de la MGM. Non pas il forge, mais il illustre ce Paris absolument, ce Paris pétillant, érotique, libertin, le Paris des amours illégitimes. C'est le Paris des trios, le Paris de l'adultère. Le Paris des prostituées de Toulouse-Lautrec, que va admirer Hopper, dit Ottinger. Absolument. Et alors, qu'est-ce que cela nous dit de l'Amérique à ce moment-là ? C'est ce besoin qu'a l'Amérique de fabriquer une sorte de ville de fantaisie pour y projeter ce qui est absolument impossible de filmer en Amérique. Je veux dire, si Lubitsch avait situé ses histoires à New York ou à Los Angeles, les ligues de vertu américaines et la censure, le code Hays qui se met en place exactement à ce moment-là, auraient interdit ces films, ou aurait fait pression pour que ces films soient changés. Tandis que quand ça se passe à Paris, c'est absolument naturel que tout le monde s'embrasse tout le temps. Et donc ça permet à Lubitsch évidemment de raconter des choses qui sont extrêmement joyeuses et aussi extrêmement perverses par rapport à ce que Lubitsch aurait pu faire s'il avait situé ces histoires en Amérique. Est-ce que cela veut dire qu'au fond, la manière de faire du cinéma américain en filmant Paris est une manière de contourner le puritanisme américain? Vous dites qu'il est puritain, Hopper, alors? Il est très puritain, mais son expérience de Paris n'est pas du tout de l'ordre du fantasme, elle est de l'ordre de la réalité. C'est à Paris, à 23-24 ans, qu'il a sa première aventure sensuelle avec une jeune Anglaise. On le voit dans les gravures qu'il réalise. Il représente à plusieurs reprises cette nostalgie parisienne avec Two Pigeons, qui montre deux amoureux sur un banc public. Et souvent, il revient sur cette licence morale parisienne qui permet effectivement que les gens s'embrassent partout dans les rues, pour lui. Daniel Salnave? Oui, on ne dira jamais assez de bien de cette grande exposition. Elle a plusieurs mérites. Le premier, je crois, c'est qu'il était indispensable d'arracher Hopper à cette vision de calendrier, de produits dérivés, de marque-page qui était devenue, qui aurait fini peut-être par l'engloutir. Et jamais... qui l'ont quand même un peu englouti après toi, oui, va dire. Mais bon, ça a permis de vendre des livres aussi, après tout. C'est vrai, mais en même temps, jamais plus on a pu ressentir à quel point la vérité du tableau, c'est la confrontation avec le tableau lui-même. Il y a un point sur lequel je voudrais juste insister, c'est que ce qui nous hante ensuite, ce sont non pas des histoires qu'on imagine, ce ne sont pas des histoires, mais des destins. C'est comme une lumière destinale qui frappe ces personnages. Je prends un exemple, cette femme assise sur son lit, tenant ses genoux, et qui regarde vers l'extérieur, sans regarder. Il y a une lumière horizontale, c'est une lumière
lumière d'une heure très particulière du jour. C'est pas la lumière haute du lever, c'est pas la lumière basse du coucher, c'est peut-être de lumière de 5 heures qui est la plus angoissante en quelque sorte. Mais ça nous permet de revenir sur quelque chose que vous avez dit, vous avez parlé de la ronde de nuit, ça c'est tout à fait éblouissant, de rattacher Hopper à un autre continent. Et tout à l'heure, hors micro, nous avons évoqué Poussin, nous avons évoqué la manière dont Poussin construit ses tableaux, la lumière qui règne dans ces tableaux, l'artifice qui consiste à mêler le château Saint-Ange avec une scène de baignade et Orphée et Eurydice, et est-ce que vous pourriez me redire ce que vous m'avez dit tout à l'heure sur la manière d'éclairer les scènes avant de les peindre? Oui, alors je vous ai donné cet élément biographique qui était visiblement assez cher à Hopper, c'est qu'il se souvenait que dans sa généalogie, une partie de sa famille, par sa grand-mère, se rattachait à un ancêtre illustre qui est François Le Sueur, qui n'est autre que le frère d'Eustache Le Sueur, un des fondateurs de l'Académie royale de peinture. Et que je pense qu'il y a à l'esprit de Hopper en permanence un souvenir de la peinture classique française et de Poussin en particulier. Et la relation de Hopper avec le théâtre pourrait être éclairée par celle qui était en son temps, celle de Poussin avec l'univers tragique du XVIIe siècle. La lumière, dites-vous, il y a deux lumières chez Hopper, la pure, la spirituelle, et la diabolique, celle au fond de la société de consommation. Alors, à deux reprises, on peut illustrer cette espèce de dualité qui est au cœur d'ailleurs du processus poétique de Hopper. C'est ce qu'il hérite de mon grand maître en philosophie qui est Ralph Waldo Emerson, qui invitait à penser le dualisme. Hopper peint une lumière qui est bénéfique, celle par exemple des phares de Cape Cod, que j'ai confrontée dans l'exposition à une lumière maléfique, qui est la lumière urbaine, celle qui attire le chaland égaré dans la ville pour en faire un consommateur. Et la consommation est illustrée dans ce tableau par Hopper, qui avait beaucoup d'ironie, par la promotion d'un laxatif. Ah oui, la pub, c'est incroyable. Oui. On reverra ça dans cette la littérature image très élégante voilà. est en fait très critique, très violente. Critique, très acerbe. Et on retrouve un peu plus tard le même dualisme dans la nature des lumières projetées sur ces femmes méditatives. C'est à la fois, comme l'avait dit Yves Bonnefoy, une théologie sans... une annonciation sans théologie ni promesse, c'est-à-dire qu'il y a dans cette lumière une forme de message à caractère spirituel, voire religieux, et en même temps quelque chose d'extraordinairement sensuel qu'il ne faut pas négliger, et qui rattache cette lumière à la pluie d'or que Zeus déversait sur Danaé. Ouais. Et puis c'est vrai qu'on ne sait pas bien d'où vient cette lumière, entre son éventuelle ressemblance avec la lumière naturelle et la lumière artificielle, et on pense à Manet aussi également. On pense à Manet, mais on pense encore une fois à la mise en scène du théâtre, parce qu'on devine, et on regarde d'à peu près ces éclairages, on voit qu'ils sont totalement artificiels et les tableaux sont éclairés comme Poussin le faisait en promenant ses petites bougies autour de Modello. On avait beaucoup moins de scrupules dans le cinéma hollywoodien, Antoine Debec, avec la lumière que l'on censait vouloir représenter, la lumière parisienne, puisqu'au fond tout était fait sur le plateau 5 de la MGM, entre autres quand c'est la MGM. Oui, à Culver City. À coup de gros projecteurs. Disons qu'il y a eu à Hollywood le déploiement d'un savoir-faire extrêmement impressionnant dans la reconstitution, dans la fabrique de Paris. Et donc, il y a eu, par exemple, à Culver City, à la grand studio de la MGM, c'est la taille du 7e arrondissement, il y avait un endroit spécifique qui était le French Quarter, où étaient construits en dur des ambiances parisiennes, des rues de Paris, ce qui permettait évidemment, en changeant les enseignes, en changeant les lumières, par exemple, en changeant les costumes, de tourner à la chaîne, en série, des films sur Paris. Alors, on est là au cœur de la fabrique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est extrêmement artisanal, extrêmement, je dirais presque industriel, et en même temps, c'est aussi un savoir-faire qui est de l'ordre artistique, et c'est aussi la force évidemment du cinéma hollywoodien, c'est d'arriver à fabriquer Paris comme un stéréotype et en même temps comme une œuvre d'art, à populariser en quelque sorte le fantasme que les Américains ont de Paris, qui est celui du tableau, c'est-à-dire que Paris est un tableau, et ce que fera très bien Minelli. Exactement, c'est un Américain à Paris, carrément décalquant les Lautrec, qui est presque l'histoire de Hopper d'une certaine manière. Oui. C'est-à-dire que c'est l'histoire de Gene Kelly, joue un jeune peintre américain qui se forme à Paris, dans sa chambre de bonne, dans sa chambre de bonne après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, mais ça aurait pu être avant la Première, et qui toute la dernière demi-heure du film, il danse
dans les tableaux impressionnistes, dans les grands tableaux de Toulouse-Lautrec. Il y a quelque chose de très émouvant, je trouve, dans cette Amérique de la grande comédie musicale des années 50, c'est un film de 1951, qui se rêve en héritière de la grande culture Belle Époque parisienne, de l'invention de la culture moderne. Paris 1900, c'est l'invention de la peinture, c'est l'invention du cinéma, c'est l'invention de la culture urbaine. Et l'Amérique des années 50, à travers la comédie musicale, va réinventer cette tradition de façon à la fois en y mettant énormément de savoir-faire et aussi une forme de légèreté, de vivacité qui est la rencontre de deux grands moments de l'art. Et puis, il y a ceux qui voudront sortir comme les peintres de l'atelier pour aller dans la rue et se confronter, cela dit, au vrai Paris, au vrai trottoir, comme par exemple Stanley Donen l'a fait dans Funny Face. Mais on n'achève pas Hollywood comme cela. Hollywood a toujours l'âge des artères de Fred Astaire, c'est-à-dire 20 ans. Il a le sourire d'Audrey Hepburn, c'est-à-dire 48 ans. Et s'il grimpe à l'assaut de la Tour Eiffel, on peut être sûr que c'est sans se servir de l'ascenseur et nullement avec l'intention de se suicider. En vérité, c'est à l'occasion du tournage à Paris du film américain Funny Face que les caméras de la télévision ont eu le rare, très rare privilège de fixer Fred Astaire, Audrey Hepburn et Kate Thompson en plein travail. Funny Face, comédie musicale sur des thèmes de Gershwin, est l'histoire d'un photographe de mode qui trouve en la personne d'une jeune étudiante plus férue de philosophie que de spectacle, le modèle dont il avait toujours rêvé. Bonjour Paris. I want to wander through the Saint-Honoré, do some window shopping in the Rue de la Paix. That's for me. Bonjour Paris. I want to see the den of thinking men like Jean-Paul Sartre. I must philosophize with all the guys around Montmartre and Montparnasse. I'm strictly Vous rougissez, Antoine Debac, quand vous avez écouté la voix d'Audrey Hepburn. Vous avez fait la part belle à Audrey Hepburn, quand même. Bien sûr, alors là, je dis deux mots sur le principe de l'exposition. C'était d'arriver à mêler, évidemment, les extraits de films. C'est quelque chose de très important. Donc, il y a par exemple 70 extraits de films dans l'exposition et il y a un écran de 14 mètres de long sur 3 mètres de haut qui permet évidemment de recomposer comme une forme de magie, je dirais, ce regard américain sur Paris à travers des films comme celui qu'on vient d'entendre, Funny Face. Et tout cela se reflète dans un grand nombre de documents. Il y a plus de 350 documents qui montrent justement ce savoir-faire américain dans la fabrique de Paris. Donc beaucoup d'esquisses, beaucoup de dessins, beaucoup de photos, des robes. Donc on a par exemple les 4 robes dessinées par Givenchy. Il y avait Paris, mais il y avait Givenchy. Pour Audrey Hepburn. Il y a même la facture des robes pour Funny Face. Exactement. Donc on taira par décence le montant ici en direct, mais on ira voir ça à l'expo ou sur le catalogue. Brice Couturier. Oui, pour conclure un peu, parce qu'on approche de la fin de l'émission, féliciter Marc d'avoir mêlé Hopper, Fitzgerald, écoutez, alors là, le temps va changer. L'exposition Antoine Debac et puis Tom Waits, parce que finalement tout ça, c'est à la fois des regards croisés franco-américains, mais c'est aussi la nostalgie d'une Amérique qui disparaît, et qui, puisqu'elle disparaît, suscite de la nostalgie. Après tout, Tom Waits, c'est le jazz des années 50, remis au goût du jour dans les années 80 et 90, mais Hopper lui-même, il ne faut pas le voir uniquement comme un témoin de la modernité américaine, mais il faut le voir beaucoup aussi comme un peintre nostalgique qui peint une Amérique qui est en train de disparaître en réalité, celle de la small town du Midwest. Comme par hasard, je regardais dans le catalogue sur les réalismes de Beaubourg en 1981, il y avait pas mal de peintres américains de cette époque-là. Qu'est-ce qu'ils peignaient ? Ils peignaient des usines. C'était ça qui était à la mode. Lui, il peint pas des usines, il peint des locomotives et il peint des hangars désaffectés, il peint des maisons qui sont vouées à la destruction. Quant à Fitzgerald, qu'on parle mélancolie, alors lui, c'est son
son métier. Je veux dire, lui, il peint il écrit la jeunesse qui fout le camp. Il écrit l'époque de Gershwin et des Roaring Twenties. Là encore, une Amérique. Mais on pourrait en citer pas mal d'autres. Je pensais à Coppola aussi. Donc, ce qui est intéressant, Coppola, Rusty James, coup de cœur. Woody Allen, qui est un film sur la mélancolie, la nostalgie d'un Paris qui s'en va, d'un Paris qui est perdu, etc. Donc on a là vraiment un regard croisé sur deux pays qui s'aiment, qui se détestent et qui idéalisent en réalité le passé l'un de l'autre. Qu'est-ce que vous pensez de Didier Ottinger, Antoine Debac, Antoine ? Je dirais qu'il y a aussi un cinéma américain récent qui est dans un autre rapport à Paris. Aujourd'hui, le cinéma américain propose beaucoup de films d'action sur Paris. C'est quelque chose qui est... Il y a même un James Bond. Voilà, il y a un James Bond. Il y a depuis Frantic, depuis une trentaine d'années, et donc Da Vinci Code, Rush Hour 3. Et ce qu'on trouve dans ces films, c'est évidemment un autre Paris. Bon, la carte touristique, la carte postale est toujours là, mais en même temps, c'est un regard qui est quand même beaucoup plus angoissé, beaucoup plus inquiet. C'est un Paris évidemment plus violent, où le terrorisme est omniprésent. Et ce qu'on découvre comme motif quasiment obsessionnel depuis 2001 dans ces films, c'est la destruction de la Tour Eiffel. Comme si, évidemment, depuis le 11 septembre 2001, il y avait dans ces films une sorte de perversité. Ce ne sont pas les Américains qui détruisent la Tour Eiffel, ce sont les terroristes, généralement arabes, qui viennent... poser des mallettes et qui détruisent la Tour Eiffel, mais les Américains ne peuvent plus l'empêcher. Exactement comme si l'Amérique voulait en quelque sorte punir le mauvais allié français qui n'a pas été faire la guerre en Irak en 2003. Et donc il y avait vraiment une projection ici de quelque chose qui est une profonde angoisse. Paris, c'est évidemment toujours la ville rêvée, mais c'est aussi quelque part Bagdad. Didier Ottinger, sur cette question de Brice Couturier, c'est un monde perdu, un monde en train de disparaître. Hopper et le paradis perdu, il y a deux paradis perdus chez Hopper. Il y en a un qui est historique, c'est effectivement l'âge d'or de l'Amérique que Hopper considérait être la période de l'histoire américaine antérieure à la guerre de sécession. D'où sa représentation de maisons qui sont précisément les maisons du style dit Garfield, c'est-à-dire du 19e siècle américain. Et le deuxième paradis perdu, et là on atteint la mythologie chez Hopper, ça se superpose, c'est celle du paradis perdu qui est cette Amérique pastorale, cette Amérique agraire des pionniers, ce paradis découvert par les Pilgrims du Mayflower qui a été d'une certaine façon ravagé par l'essor industriel. C'est Terrence Malick aussi, ça. Voilà. C'est le sujet de Terrence Malick. Voilà. D'où le télescopage dans le tableau le plus célèbre repris par Hitchcock entre cette maison victorienne, néo-victorienne, et cette voie ferrée qui est le symbole de cette conquête de l'Ouest par les voies de la mécanisation et de l'industrie. On cite d'ailleurs beaucoup Hitchcock et Fenêtre-sur-Cour, dont Hitchcock dit qu'il aurait été inspiré par Hopper. Totalement. Mais moi, il me semble qu'on oublie de citer beaucoup Marnie. Marnie est entièrement... Office at Night. Petit tableau qui est entièrement... La course de chevaux, c'est Marnie, il a le secrétariat... c'est totalement... Il a tout pris. Tout vient de là. Même le cadre, tous les personnages, la couleur des cheveux, les événements... Mais il ne le cachait pas. Et oui, c'est remarqué, il ne le cachait pas. Alors, regardez comme les choses sont bien faites, puisque nous avons la doublement du camarade Couturier. Et là, mais c'est que on faisait le point entre Fitzgerald et Hemingway, Paris, les Américains à Paris. Il se trouve que donc c'est à cette publication de Francis Scott Fitzgerald dans la Pléiade, et que au hasard des recherches et tout en travaillant l'émission, on se rend compte tout de même qu'en plus de cela, Fitzgerald a lu son Great Gatsby à Hemingway, à une table à Paris de la Closerie des Lilas. Des flots de musique me parvenaient tout au long de ces nuits d'été, depuis le jardin de mon voisin. Des hommes et des femmes y tournoyaient comme des papillons nocturnes. Parmi les murmures, le champagne, les étoiles. Je crois qu'en fait, peu de gens étaient réellement invités à ces réceptions. Simplement, ils venaient. Ils prenaient leur voiture, ils allaient à Long Island, et d'une façon ou d'une autre, ils arrivaient chez Gatsby. Et je songeais à l'émerveillement toujours Great Gatsby. Je songeais à l'émerveillement de Gatsby la première fois qu'il découvrit le feu vert au bout de la jetée. Il avait fait un long chemin pour arriver jusque-là. Si près du but, il avait dû penser que son rêve ne pouvait plus lui échapper.
Il ne savait pas que son rêve était déjà derrière lui. Il y avait un feu vert au bout de la jetée, Didier Ottinger. C'est toute l'image, opérienne, parce qu'Hopper a été celui qui, d'une certaine façon, a distillé l'imaginaire américain, a condensé tous les stéréotypes, tout l'imaginaire américain dans des tableaux qui se réduisent finalement à quelques lumières. Dites pour terminer, peut-être question vraiment très directe et très simple, qu'est-ce qui fait au fond, et s'il n'y a pas de honte à ça, qu'on prend autant de plaisir tout de même à l'art américain confronté à Paris, s'inspirant de Paris. Pourquoi tout de même, après tout, cette histoire-là, on l'aime bien, quoi, malgré tous les rapports très compliqués qu'on peut avoir avec les Américains sur d'autres domaines, Antoine Debac et Didier Ottinger. Qu'est-ce qui fascine comme ça à ce point? Moi, je pense qu'il y a... Et vous, en particulier, prenez... Oui, voilà. Il y a aussi un agacement devant ces images toutes faites que l'Amérique nous renvoie, mais il y a un pur plaisir. C'est un plaisir devant des films qui ont je dirais une fantaisie et une joie. Il y a une joie de vivre dans les films, notamment dans les grandes comédies américaines, dans les grandes comédies musicales des années 50 sur Paris, qui est irremplaçable et qui nous transporte. Je crois qu'on est transporté quand on voit un Lou Beach, quand on voit Serenade 3, ou quand on voit Un Américain à Paris, ou même encore quand on voit Funny Face. C'est cette réussite, elle passe par cette légèreté, cette fantaisie qui a reconstitué quelque chose qui pourrait être, et qui, d'une certaine manière, est lourd et stéréotypique, mais voilà, mais qui fait quoi qu'au fond, dans Un Américain à Paris, on nous montre que l'amour est toujours possible, le beau est toujours à venir. Alors que chez Hopper, on n'a pas forcément le même sentiment. Non, la joie n'est pas forcément le registre de prédilection de Hopper, mais l'universalité et l'intérêt que l'on peut prêter à sa peinture, c'est peut-être aussi lié à ce que lui a intensément vécu, interprété dans le contexte américain et qui est devenu aujourd'hui notre contexte. Antoine Debac, est-ce qu'aujourd'hui il se produit quand même toujours beaucoup de films qui pourraient faire un Paris Hollywood dans 10 ans avec quasiment autant de films que présentés aujourd'hui? Oui, je pense qu'aujourd'hui il y a toujours une petite dizaine de films américains qui investissent les rues de Paris beaucoup plus. Hein. On est vraiment dans des tournages qui sont souvent Ratatouille. Voilà, où là le mythe parisien est toujours présent à travers la gastronomie et puis la critique. Hein. C'est intéressant dans le film. Le critique culinaire est vraiment le personnage central finalement. Ça, les Américains sont fascinés par le discours sur les images ou sur le discours critique des Français. Et ça, c'est quelque chose qui reste. Il y a quand même un profond amour de la culture française chez les artistes américains, hein, que ce soit des cinéastes ou des peintres. Et donc, je pense que c'est aussi ça qu'on sent. Quand on est devant ces films ou devant les tableaux d'Hopper, on sent un regard qui essaye profondément de nous comprendre et qui essaye profondément de nous aimer. Didier Ottinger, même question, et pour terminer, et d'abord, est-ce qu'il y a des peintres qui sont les successeurs de Hopper, ou les successeurs de Hopper, il faut plutôt les voir chez Wim Wenders, ou même chez Philippe Di Corsia. Il faut le voir. Alors que font ces images encore de Philippe Di Corsia dans votre expo, qui n'est pas justement si classique et si sage qu'elle pourrait le paraître? Oui, elle intègre une installation d'un photographe contemporain new-yorkais qui présente des similitudes absolument troublantes par les sujets, par le système d'éclairage de ces tableaux avec les œuvres de Hopper, mais aussi par le contexte ironique dans lequel s'inscrivait la production qui est montrée de Di Corsia, qui réagissait à un moment de crispation de la société américaine, qui sombrait dans une forme de moralisme qui avait conduit, sous le gouvernement de Reagan, à un certain nombre de censures de projets contemporains. Oui, non, mais il faut dire donc ce qu'il filme. Oui, ce qu'il filme et ce qu'il représente, ce sont des prostitués masculins de Los Angeles au début des années 80. Oui, ce que n'aurait pas beaucoup aimé Hopper, peut-être. Ah, ça dépend. Quand il a fait Girly Show, c'était précisément là aussi, au moment où le maire de New York, LaGuardia, commençait à interdire les spectacles de striptease burlesque dans les théâtres new-yorkais.